18 ans que je ne suis plus monté dans cette superbe voiture qui nous a fait tous tant rêver en championnat du monde. Et là, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. Alors d'après ce que son propriétaire m'a dit, c'est la voiture avec laquelle nous avions gagné le rallye d'Autriche en 73, je crois, devant Vanquist pour une toute petite seconde. C'était quand même une époque où les qualités des pilotes étaient mises en exergue par leur adresse. Pourquoi on gagnait tout à cette époque-là, hein. Super pêche encore, hein. Elle est vraiment fabuleuse à conduire, on a des sensations épidermiques très fortes. Elle est facile tout en étant quand même compliquée parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour être efficace avec cette voiture. Et puis on n'a surtout pas le droit de la comparer à autre chose parce que dans l'instant où elle courait à son niveau en championnat du monde, elle était vraiment la reine. L'histoire de la Reine, cette magnifique berlinette 1800 Groupe 4 que conduit Bernard Darniche, c'est évidemment l'histoire d'une voiture mythique championne du monde des rallyes en 1973. Mais c'est aussi l'histoire d'un groupe d'hommes exceptionnels, soudés par la passion et l'amitié. Tout commence après-guerre dans une France en ruine, dont le mot d'ordre est le redressement économique. L'industrie automobile des années 50 se consacre alors à la fabrication des voitures populaires, dont les deux stars sont la 2 chevaux Citroën et la 4 chevaux Renault. Jean Rédélé, après avoir repris le garage de son père, prend goût à la conduite de sa 4 chevaux. Il abat des milliers de kilomètres à son volant, et là, il se met à rêver d'une voiture de sport française. Une voiture que personne n'avait osé imaginer jusqu'ici, et comme chacun sait, nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves. Jean, c'est donc cette 4 chevaux qui servira de base au développement de la future berlinette. Bien sûr. C'est pas exactement celle-ci, mais c'était la sœur de celle-ci. Elle était peinte en bleu. Elle n'était pas découvrable, mais c'était cette voiture, ce type de voiture, que j'ai menée pendant des centaines de milliers de kilomètres pour mon travail, et également sur toutes les routes des épreuves que je courais, où j'ai apprécié ses qualités, j'ai ressenti ce qu'il fallait faire pour l'améliorer, et puis je me suis dit quand même il faut aller beaucoup plus loin et essayer en partant de ces éléments mécaniques de faire une voiture de sport française. J'ai essayé de faire travailler les carrossiers français qui ont, à l'époque, on n'avait pas encore pris tout à fait conscience du fait que c'était l'après-guerre, dans une économie difficile, et que les beaux châssis de l'âge, de la Haye, Talbot et autres, ils en auraient très peu dans leur atelier, ils trouveraient également très peu de clients pour commander ce genre de voiture. Et ils avaient, disons-le, sans leur faire de reproches, un certain mépris également pour les mécaniques de série. Et quand je leur parlais de faire quelque chose avec une base d'éléments, une base mécanique de 4 chevaux Renault, alors ils sont tous partis en s'esclaffant, en disant que si c'était pour faire ça, il valait mieux s'arrêter. Alors finalement, ils se sont arrêtés, et il y avait, de ce fait, il y avait une place à prendre pour une voiture de sport française mise au goût des réalités de l'époque, c'est-à-dire une voiture économique avec des éléments nouveaux, avec les 4 roues indépendantes, etc., avec tout ce que l'on pouvait faire, parce que
avec mes 4 chevaux, je pouvais me battre avec Laure Delahaye et autres voitures, mes 4 chevaux étaient sensiblement plus maniables. Et quand il s'agissait de descendre un col, il n'y avait pas beaucoup de voitures pour me rattraper. Jean Rédélé comprend vite qu'il faut courir pour se faire connaître. Et dès 1950, il s'engage dans de nombreux rallyes dont les 1000 milles, le Tour de France, la Coupe des Alpes, Liège-Rome-Liège, le Monte-Carlo. C'est d'ailleurs en souvenir de sa victoire au Critérium des Alpes en 1954 qu'il donnera le nom d'Alpine à ses futures voitures. Au cours de tous ces rallyes, une idée fait son chemin dans l'esprit de Jean Rédélé. Pourquoi ne pas construire une voiture de sport sur une base de 4 chevaux? Derrière le pilote se profile déjà le constructeur. J'ai cherché hors de France un carrossier capable de réaliser le prototype. Je me suis adressé à un styliste très gentil, très capable, qui s'appelait Michelotti. On a dessiné ensemble la première voiture. Et cette première voiture a été réalisée par la carrosserie Alemano à Turin. Et ça a été, en quelque sorte, le premier prototype de ce qui devait devenir les Alpines. Cette voiture avait déjà une personnalité intéressante, parce que là, vous voyez le profil. Ici, vous voyez l'arrière, qui se présente d'une façon très sympathique. Les problèmes de ventilation n'avaient pas été bien réglés. Il a fallu revoir le problème des circulations d'air, mais au point de vue style, Michelotti avait déjà pas mal travaillé là-dessus. Et là, vous voyez la voiture au rallye de Dieppe, qu'elle devait gagner devant un certain nombre de voitures, telles que Jaguar, Aston Martin, etc. Là, c'est sur le circuit de Dieppe. Le deuxième proto, réalisé également chez Alemano à Turin, ne l'a pas satisfait sur le plan du style. Mais il a gagné sa catégorie en 750 cm3 aux 1000 milles de 1955 aux mains de Galtier. Le troisième proto, le Marquis, est vendu à un industriel américain qui le transforme en speeder aux portes fixes et le projet n'aura pas de suite. Après plusieurs prototypes qui ont été réalisés en tôle d'aluminium, qui nous ont servi à parfaire la mise au point de la voiture et qui ont couru et gagné, on était convaincus qu'il fallait, pour commercialiser une voiture à des conditions économiques correctes, réaliser une carrosserie avec de nouveaux matériaux composites qui étaient à l'époque des résines polyester armées de fibres de verre. Ce que je voulais faire, c'est faire une voiture qui soit très résistante, qui soit très légère, mais qu'en aucun cas soit fragile. Et dès le début, cette voiture, ce modèle, a conquis les amateurs, à la fois par la résistance de la voiture et à la fois par l'avantage que représentait le fait qu'elle soit équipée d'éléments mécaniques de grande série que les clients trouvaient partout dans le réseau Renault, tant en France qu'à l'étranger, l'assistance voulue pour maintenir au moindre coût la voiture de sport en question. Fidèle à sa politique d'engagement en compétition, Jean Rédélé court et fait courir ses voitures. On le retrouve ici dans ce rarissime document sur le rallye de Dieppe de 1955, affrontant la production nationale et une meute de belles étrangères au volant de son coach 106. La petite Alpine numéro 25 n'a pas peur de se frotter aux grandes. Il en sera toujours ainsi. Toujours en 1955, Jean Rédélé demande à Michelotti de lui dessiner un cabriolet.
Ce dernier, par sa sobriété et son élégance, va largement inspirer les lignes de la future berlinette. C'est également sur celui-ci qu'apparaît le fameux châssis-poutre léger et résistant. Avec le coupé dérivé de ce cabriolet, se dessine progressivement l'allure générale de la berlinette. Il ne restera plus qu'à dessiner un avant plus aérodynamique. Les premières séries de berlinettes présentent dès 1960 des détails stylistiques tout à fait particuliers et originaux. Elles signent le renouveau de la voiture de sport en France. A noter que l'on retrouve du cabriolet Michelotti la fameuse grille arrière, les entrées d'air latérales et la forme des portes. Mais de là à imaginer que la berlinette a été entièrement dessinée par Michelotti, cela est une autre histoire. Il y a là effectivement un point de l'histoire, si je puis dire, à mettre au clair. La berlinette, première version, la A108, a hérité de quelques éléments d'un cabriolet A106 qui avait été dessiné par Michelotti et dont notamment l'arrière était très joli. Et ce cabriolet dessiné par Michelotti a été revu et corrigé à Dieppe avec le concours des garçons que j'avais sur place là-bas, l'équipe de Roger Prieur notamment, de Morel et quelques autres. On a repris cette esquisse, si je puis dire, qui était une belle esquisse de Michelotti pour faire le premier cabriolet A106, devenu A108 quand on a changé le moteur 750 pour le 850. En 1965, l'équipe de Dieppe redessine l'arrière, modifie les entrées d'air pour nous offrir dans sa robe éternelle la berlinette de nos rêves. Dieppe, c'est le cœur de l'histoire de la berlinette et d'Alpine. Idéalement située à 150 km de Paris et non loin des usines Renault de Flins et de Sandouville, c'est de cette petite ville de Normandie qu'Alpine va partir à la conquête du monde. En 1952, Jean Rédélé reprend l'affaire de son père avec ses économies d'étudiant. Dans cet espace réservé à la concession Renault, Jean commence à retenir quelques mètres carrés pour préparer ses premières 4 chevaux pour la compétition. Progressivement, la petite unité de fabrication de la rue Pasteur est devenue l'usine Alpine et les effectifs passèrent de 4 ouvriers en 1950 à 300 en 1970. Cette évolution s'est toujours réalisée avec des moyens modestes. Et c'est essentiellement grâce à des hommes dévoués corps et âme que Rédélé a pu envisager de s'engager sur tous les fronts de la compétition automobile, tout en maintenant la production. Rutière, à l'arrière de la concession, voici 4 hommes, 4 piliers historiques qui vécurent les années Alpine rue Pasteur. De gauche à droite, Gilbert Arrivel pour la compétition, Étienne Desjardins, directeur de l'usine, Jean Prieur pour la fabrication et Jean Grosset pour les moteurs. Cela fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas remis les pieds rue Pasteur. Ça, c'était la partie carrosserie. Les carrosseries arrivaient de la... Elles étaient stratifiées dans les locaux qui sont derrière ces portes-là. Elles arrivaient donc brutes de démoulage ici, où on entreprenait de les poncer et de les peindre dans la cabine de peinture qui se trouvait ici. Mais dites-moi, quelle impression cela vous fait-il de vous retrouver dans ces locaux 25 ans après? Ça nous rajeunit. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on hésite, ça nous rajeunit ou ça nous vieillit. En fait. Une cure de rajeunissement. C'est une cure de rajeunissement. De toute façon, c'est agréable. Des souvenirs inoubliables. Vous avez vécu peut-être aussi
des belles pages de votre vie dans ces locaux. Les belles pages, une partie de notre vie, parce que grande partie. on y dormait même par moment. Oui. Effectivement, c'est une... Oui, c'est arrivé de passer des nuits à dormir 1 heure ou 2 à côté du poêle. À cause de la fatigue. À cause de la fatigue, et pour pas perdre de temps à retourner à la maison, revenir. Bon, ce poêle n'existe plus, mais c'est bien dommage. Oui, c'était notre vie, en fait. Oui, oui, bon, ça me plaisait. Hein, si ça ne nous aurait pas plu, on ne l'aurait pas fait. Non. Hein? Il y avait la passion. Oui. Le feu sacré, comme disait Coco, Mignotet. Non, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais moi maintenant, avec le recul, j'ai l'impression qu'on a été privilégié sur ce plan-là parce qu'on a vécu une vie professionnelle tout à fait exceptionnelle. Je ne pense pas que même maintenant les conditions actuelles modernes de travail permettent à quelqu'un de revivre ça. Il y avait une imbrication de la vie privée et puis de l'activité professionnelle absolument invraisemblable. Il n'y avait pas de limite entre les deux. On a eu cette chance, effectivement. C'était de réussir. Tout ce qu'on faisait, on voulait que ce soit... Et puis tout le monde se prenait au jeu, de l'apprenti jusqu'au directeur. Tout le monde était partie prenante et tout le monde... Esprit d'équipe et enthousiasme. Oui. C'était des choses... Si ces murs pouvaient parler, c'est eux qui ont vécu toute l'histoire alpine. Hein. La fabuleuse histoire alpine. Ah, oui. Dans cette partie, avant, il y avait beaucoup de poteaux et vous voyez, on en a supprimé le maximum. Emploi du temps pour l'équipe alpine. Du lundi au mercredi, fabrication des berlinettes. Et à partir du jeudi, préparation des voitures de course. Week-end sur les circuits ou sur les rallyes et redémarrage à l'usine le lundi. Un rythme d'enfer pour des hommes en acier. Même si on ne nous avait pas payé, je suis sûr qu'on serait quand même venu de 6h à minuit. Si on nous avait dit il faut que cette voiture-là soit finie tel jour à telle heure, on finissait la voiture pour tel jour à telle heure. On ne comptait pas les heures passées. C'est ainsi que plus de 900 berlinettes ont été fabriquées ici de 1961 à 1969. Sur les 2000 m² s'entassait la fabrication des châssis et de la carrosserie, la peinture, l'habillage des voitures, le montage de la mécanique et de l'électricité. En plus, on y trouvait la préparation des protos, des monoplaces et des berlinettes de rallye, sans oublier le bureau d'études avec ses ingénieurs, dessinateurs et modélistes, le tout dans la bonne humeur. Il y avait une passion, on était devenus des passionnés. Et Ray savait, notre patron savait bien nous mettre à l'épreuve. Une anecdote, hein, Jean Ray passait à 2h du matin, il nous apportait un paquet de cigarettes, on ne lui avait rien demandé, mais c'était tout naturel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas. La même chose à 7h du matin, où il nous disait, les gars, vous arrêtez, on va casser la croûte, et après vous reprendrez, parce qu'il savait qu'on avait passé la nuit. Vous voyez que bon, bah, c'était quand même assez exigu et plein de petits recoins. Hein, ici, bah, effectivement, étaient montées les berlinettes de l'époque. On en voit la trace. D'ailleurs, on va bientôt tomber dedans si ça continue. Construites en France à Dieppe, les berlinettes furent aussi construites sous licence à l'étranger. Et Jean Ray avait trouvé ainsi un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'Alpine.
Elles furent fabriquées en Espagne, au Mexique, en Bulgarie et au Brésil par la société Willys-Overland. Voici un film inédit retrouvé un peu par miracle sur la fabrication des berlinettes au Brésil. Sabia você que as 3 versões do departamento de carros Esporte, conversível, berlinette e coupé, não ficam devendo nada, nada mesmo, às mais famosas marcas do mundo? On a fait tous les salons et je me rappelle ce qu'on faisait tout nous-mêmes. On montait la veille au soir les panneaux, puis surtout les voitures étaient pratiquement pas finies, elles arrivaient à la dernière minute. Et c'était toujours très sympathique parce qu'en fait on était un petit coin, on n'était pas loin des grands, on était dans un petit coin et tout le monde venait. Et surtout les clients, je sais que les clients venaient tous les jours. Il y avait des clients qui prenaient un billet pour venir tous les jours s'installer sur le stand. Et c'est là aussi où on avait l'impression, on était en train d'essayer de vendre une voiture. Il y avait un client qui s'approchait, qui disait « Oui, je vous assure, et moi je fais ci avec ça. » Et là, il nous aidait, c'était extraordinaire. Non, vraiment, c'était des amis. Chaque client choisissait dans son modèle, sa mécanique, ses coloris, son intérieur. Au niveau des boîtes, vous savez que Alpine montait les rapports pour chacun d'entre eux. Donc nos délais étaient assez évolutifs et nous n'avions surtout jamais de stock. Mais bon, une Alpine, je pense qu'à l'époque, elle se méritait, donc ils l'attendaient. Un beau jour de mai 1969, l'équipe Alpine quitte définitivement la rue Pasteur pour s'installer dans l'usine flambant neuve de Bréauté. Enfin de l'espace pour le service compétition et pour la fabrication des berlinettes et de sa grande sœur, la 310, apparue en 1971. Elles sont toutes deux fabriquées selon le même principe. La carrosserie en résine polyester, le châssis-poutre, la mécanique Renault de grande série, avec en sortie de chaîne un galop d'essai sur un aérodrome désaffecté. En route pour la visite. La berlinette est avant tout une voiture de sport. Et dès son apparition au salon de 1960, Jean Rédélé l'engage au Tour de France. En 1963, José Rosinski, qui vient d'être nommé directeur du service course, offre sa première victoire historique à la berlinette au Rallye des Lions. C'est vrai, mais enfin c'est vrai aussi que j'étais pas seul s'agissant de ce rallye. En fait, c'est la navigation qui était prépondérante et c'est surtout ma coéquipière qui s'appelait Michel Dubosc à qui revient l'essentiel du mérite de cette victoire historique, comme vous dites, entre guillemets, sauf que bon, c'est vrai qu'il se trouve que ça correspondait avec mon arrivée chez Alpine. Et puis, ça a été la première fois qu'une Alpine qui avait jusque-là remporté de nombreuses victoires, mais seulement dans des catégories ou dans des classes de cylindrée, a remporté une victoire au classement général devant toutes les grosses voitures puissantes de l'époque. Jean Rédélé avait un embryon de service course dont il m'a confié effectivement la responsabilité
Mais comme c'était un embryon, disons que j'étais à la fois, comme vous dites, le chef du service course et puis aussi secrétaire, balayeur, etc. Enfin, tout ce qu'on pouvait faire à cet égard pour essayer de commencer à faire marcher effectivement un petit service compétition. En 1968, Alpine hérite du budget Renault pour les rallyes et c'est Jacques Chénisse qui devient directeur du service course. Ce dernier n'est pas un inconnu. D'abord engagé comme vendeur par Jean Rédélé, il va s'affirmer dès 1960 comme un brillant pilote au volant de la berlinette. Ses nouvelles fonctions l'obligent à renoncer, la mort dans l'âme, à sa carrière de rallyman. Ça a été assez difficile, oui. Parce que c'était quand même un énorme plaisir de piloter. Puis ça marchait bien, donc je ne m'entraînais pas, mais j'étais quand même toujours aux avant-postes. Et je me sentais... tant qu'on court avec facilité, c'est très grisant de courir. Aller chercher les copains dans les derniers dixièmes, là, c'est très excitant. Alors j'ai abandonné le cœur gros, parce que Terra Morsi m'avait expliqué que c'est facile de trouver des bons pilotes, mais c'est pas facile de trouver de bons gestionnaires et de bons animateurs sportifs. Et j'ai donc pris la direction de cette équipe alpine. On a bien parlé quand même. On a commencé par travailler surtout le championnat de France, puis le championnat d'Europe, et puis finalement le championnat du monde. À partir de 1968, la petite berlinette bleue collectionne les victoires dans les plus grands rallyes nationaux. Coupe des Alpes, Ronde Sévenol, Lyon-Charbonnières, Tour de Corse, Rallye du Mont-Blanc, Critérium des Cévennes, Route du Nord et des dizaines d'autres rallyes régionaux, sans oublier les courses de côte. Du côté des rallyes internationaux, la berlinette épingle les rallyes de l'Acropole, de l'Italie, d'Espagne, du Portugal et bientôt un titre de champion d'Europe des constructeurs et une belle première victoire au rallye de Monte-Carlo en 1971. Des victoires redevables à une équipe soudée et au talent des pilotes, et en particulier de ceux que l'on a longtemps appelés les mousquetaires, Andruet, Darniche, Nicolas et Terrier. Terrier, en quelques mots, c'était le plus à l'aise, un pouvoir d'adaptation fantastique, c'est-à-dire qu'il s'entraînait peu, il arrivait, il prenait la voiture et il faisait tout de suite des temps canons. C'était une facilité innée qu'il avait. Nous, notre outil de travail, c'est la voiture. On la considère comme une personne. On est tout le temps en train de la bichonner, de voir si elle n'a pas une petite fuite d'huile par-ci et un petit craquement par-là. Parce que nous, le jour où la voiture couche dehors, on en est malade. Nicolas, par exemple, c'était certainement le pilote le plus endurant, mais c'était le spécialiste des rallyes africains. Il était indestructible. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, je sens. Qu'on doit aimer. Parce qu'on aime conduire. Par contre, il y avait rarement 1 cm² du pourtour de la voiture qui était intact à l'arrivée avec le père Andruet. C'est-à-dire qu'il avait bien 2-3 sorties par spécial quand même. Il faut l'empêcher pas de faire le meilleur temps. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. Bien sûr, Jean Vinatier, Bernard Darniche, Ove Anderson, Gérard Larousse, Jean-François Piot, Jacques Henry, sans oublier les dames, Marianne Hoffner et Michel Mouton en tête, et bien d'autres pilotes ont donné un palmarès étourdissant à Alpine.
La plupart d'entre eux avaient fait leur classe sur la Dauphine 1093 et la R8 Gordini à l'école du survirage, c'est-à-dire quand le pilote devient un acrobate. C'était une voiture très facile à conduire pour cette époque-là, qu'on arrivait à se mettre en main rapidement, surtout après avoir fait de la R8 Gordini. Une voiture assez typée, hein, plutôt survireuse, donc le survirage est une position naturelle. Une voiture qui survire, on la rattrape plus facilement qu'une voiture qui sous-vire. Donc c'est pour ça que beaucoup de pilotes se sont épanouis, beaucoup se sont régalés grâce à la berlinette à cette époque-là. La berlinette, c'était, si on peut la définir ainsi, c'était l'auto la plus facile à conduire en ligne droite et la plus difficile à maintenir. Je me suis complètement planté. La plus facile à conduire en virage et la plus difficile à conduire en ligne droite. Parce qu'une berlinette ne posait aucun problème. Dès qu'elle était en glissade, c'était un jouet. Alors que la maintenir en ligne droite, c'était tout un problème. Les points forts, ça a toujours été sa maniabilité, sa légèreté. Un moteur, une boîte très performant. Les freins étaient un petit peu légers sur les premières berlinettes, c'est les freins de R8 sans cerveau, c'était un peu léger. Bon, la tenue de route de cette voiture était extrêmement agréable et performante dans toutes les parties sinueuses. Bon, ce qu'elle n'aimait pas tellement, c'était les courbes longues en appui, à vitesse élevée, c'était pas son point fort. La puissance était modeste, mais c'est peut-être aussi pour ça que la voiture a été un bon compromis. Je ne crois pas qu'elle aurait supporté beaucoup plus de puissance. Et bon, c'était effectivement, il fallait vraiment lever le pied le moins souvent possible. C'était indispensable. Alors, si vous voulez savoir comment on pilote une berlinette, nous vous invitons à prendre place dans la 1800 Groupe 4, championne des rallyes en 1973. Attachez vos ceintures. Quand on arrive sur le freinage, elle a tendance à vouloir sous-virer si on arrive trop vite sur la terre, avec des pneus qui ne sont pas forcément adaptés, comme les pneus que j'utilise actuellement. Là, il suffit de lever le pied brutalement, de faire un report de masse sur l'arrière et accélérer très brutalement de façon à faire déboîter le train arrière du train avant. Là, il suffit de contrôler avec l'accélérateur en dosant pour contrôler d'une façon précise la dérive, venir chercher le point de corde et réaccélérer quand on a l'aéro droite. Le moteur mignoté était très très brillant quand même. Beaucoup de couple, beaucoup de fiabilité, facilité de conduite. Et les pilotes systématiquement préféraient les moteurs mignotés, même sans savoir quel moteur était dans la voiture, ils le voyaient tout de suite. Parce que Mignotet, contrairement aux ingénieurs de chez Gordini, ne cherchait pas les derniers chevaux et la meilleure puissance, mais il avait déjà découvert que l'utilisation d'un moteur, c'était le couple, et le couple à bas régime. J'ai commencé à travailler avec le 850, le 900, le 1000, le 1100, le 1200, le 1300, le 1400, le 1550, le 1600, le 1680. J'ai fait aussi le 1796, 1860 et 1951. On a toujours parlé des secrets de Mignotet. Avec le recul de l'histoire, est-ce qu'il y a des secrets que vous pouvez avouer? Tout ça, c'est des secrets de Polichinelle. Vous savez, moi, j'ai jamais fait de miracle. J'avais des moteurs comme tout le monde. Mais mes moteurs, ils marchaient, mais j'avais pas de secret. Hein. Secret, je montais le moteur à mon idée, puis un point, c'est tout. Et puis les autres, ils disaient, bah oui, mais quand on le démonte, il ne remarche plus. Pourquoi qu'il aurait pu remarcher? Moi, il marchait bien, mes moteurs. Vous avez démarré à quel âge? À 13 ans. À 13 ans, j'étais au boulot, moi. Ouais. Donc vous étiez formé sur le tas, alors? Oui, je me suis formé sur le tas, tout seul, quoi. Ouais. Mais j'avais le feu sacré, ça me plaisait. Vous savez, quand ça plaît, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Hein. Et avec Redélé, j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais. Jamais il me faisait de l'observation. Il n'a jamais été déçu, ni moi non plus. Le moteur qu'il me donnait, il fallait que je le démonte.
Puis après, il fallait le transformer, il fallait réaliser les cylindres, il fallait mettre des pistons, il fallait faire les arbres, il fallait faire les culasses. C'était un tout, quoi. Vous voyez ? Les idées d'amélioration, elles vous venaient Ah ben comment? c'est moi, tout ça, c'est moi qui pensais ça. Puis je l'essayais au banc, si c'était bien. Si c'était pas bien, ben, si je faisais un arbre à cam et puis qu'il ne marchait pas bien au banc, je ne le montais jamais, je le foutais en l'air. Moi, je faisais une entière confiance à M. Mignotet. Et pour les grands rallyes, la plupart des pilotes voulaient des moteurs neufs, des nouveaux moteurs, des choses comme ça. Et moi, il me disait, Jean-Claude, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai votre moteur de l'autre course, du Tour de Corse, tout ça. Finalement, je l'ai démonté, il était comme neuf. Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, je pense que vous pourriez repartir avec ce moteur-là. Et je disais, bah, écoutez, si vous jugez ainsi, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes toujours resté un homme de l'ombre, en fait. Oui, j'ai toujours été dans l'ombre. J'ai jamais attrapé la grosse tête. C'est dû à votre caractère? Oui, c'est mon caractère. Ouais. D'abord, je passais un peu pour l'ours. Oui. Même maintenant? Oui, même maintenant. Et c'était pas le cas, hein, ceux qui me connaissaient bien. Mais, je sais pas, mais il fallait se rendre compte de ce que je faisais. Et vous savez, des fois, ça rigolait pas tout le temps. Hein. J'ai jamais pris de vacances. Je pouvais pas prendre des vacances sans ça. Les pilotes, ils n'auraient jamais eu leur voiture. Il fallait les voitures pour faire les reconnaissances et tout. J'ai jamais pris de vacances. Pendant 20 ans, j'ai pas pris de vacances. Ben, si j'avais pris des vacances et puis que j'avais été traîné sur les circuits, on n'aurait sûrement pas gagné le championnat du monde avec les moteurs que j'ai faits. Alors il fallait qu'ils en trouvent d'autres. Malgré tout le talent de Mignotet qui arrive à sortir près de 190 chevaux d'un modeste moteur de R16 et malgré l'extrême légèreté de la berlinette, cela commence à faire juste. Car du côté de la concurrence, Ford affiche 250 chevaux, Porsche 260 chevaux, Fiat et Lancia ne sont pas en reste. Fin 1972, Jacques Chénis prend l'initiative d'équiper une berlinette d'un moteur R16 avec un turbo pour le Critérium des Cévennes. Le moteur tournait au banc depuis 6 mois sous l'œil attendri d'un jeune motoriste de chez Alpine, Bernard Dudot. J'avais mené cette expérience pour voir. Et nous avions suralimenté avec des moyens très rustiques, je dirais, en ayant acheté d'un côté un turbocompresseur, quelques composants de l'autre. Nous avions jeté ça sur un moteur. Et nous avions fait un moteur, certes très puissant, mais parfaitement incontrôlable quant à l'arrivée de la puissance sur une voiture. Et je dois dire qu'il fallait certainement tout le talent de Jean-Luc Terrier, qui était un pilote absolument extraordinaire, pour arriver à conduire cette voiture qui était proprement inconduisible. C'était sauf qu'il peut. Et en arrivant à Saint-Hippolyte, dans une épingle, on arrivait d'une partie très vite, on était en 5e. Et en arrivant dans l'épingle, comme le turbo a continué forcément à souffler, on a acheté un peu la berlinette et elle est partie en tête à queue, elle a reculé. Et aux Cévennes, les spectateurs font toujours du feu dans les spéciales pour se réchauffer la nuit. Et il était 2 h du matin. Et la berlinette a reculé, elle s'est posée carrément sur le feu. Et bien entendu, pour remettre l'auto en route qui était un peu engorgée, bon, une Alpine turbo comme ça, quand c'est un peu engorgé, vous démarrez, c'est poup, 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 poup. Et c'est ça, il avait la tête tournée, il regardait, il disait vas-y, c'est bon, ça brûle pas, vas-y, c'est bon. Et hop, on part, et après, au lieu de me lire les notes, il continue à me dire c'est bon, il n'y a pas de flamme, c'est bon. Et moi, je mets la deuxième, et on est arrivé dans la droite qui est refermée, je relève, et retête avec le recalé en plein travers. Terrier l'acrobate, après un parcours d'anthologie, réussit à remporter ce Critérium des Cévennes. Il avait pourtant à ses trousses Serpaggi, Manzagol, Larousse, Fréclin et un certain Ragnotti. Le Critérium des Cévennes, comme la ronde Cévenol, sont des terrains qui ont toujours convenu aux berlinettes. Pour preuve, ces images Super 8 de l'extraordinaire ronde Cévenol, remportée 3 fois par Andruet sur berlinette. Nous sommes ici en 1970, soit 2 ans avant la victoire historique du turbo. Je ne suis pas sûr que sans cette parenthèse de l'histoire d'Alpine, je ne suis pas sûr qu'on ait eu l'idée de démarrer la suralimentation chez Renault, et en l'occurrence chez Renault-Gordilly plus tard. Mais je crois que cette victoire de Jean-Luc Terrier avait marqué les esprits des dirigeants chez Renault.
Commence la fantastique année 73. D'abord, le rallye de Monte-Carlo avec une dernière nuit extraordinaire où Andruet, survolté, attardé par une crevaison, l'emporte miraculeusement pour 26 secondes. Je suis passé dans des conditions où jamais une voiture doit pouvoir tenir, quoi, et sur du gravier, dans des routes étroites, dans des courbes très vite, que j'avais jamais abordé à ces vitesses-là. Je l'ai fait, j'ai pas levé le pied. À la fin, j'ai freiné sur du verglas en descente alors que j'étais en 5e, devant un virage à 70 à l'heure, sans rail, avec un trou de 150 mètres sur des rochers. Enfin, c'était sans pardon. L'erreur, c'était la mort absolue, là. La Suède, c'est l'enfer du Nord, le jardin privé des Nordiques avec les Saab et les Volvo, avec en prime l'interdiction d'utiliser les pneus à clous. Je suis arrivé à Stockholm, les mécanos sont venus me chercher, ils m'ont amené à Karlstad, la voiture était déjà vérifiée, je me suis assis dedans. On a terminé 3e, derrière les 2 Saab, des Klun et Blomqvist, ce qui était absolument génial, parce que c'était la première fois qu'un nom scandinave finissait dans les 10 premiers, et en plus avec la berlinette. Terrier se met aussi le rallye du Portugal dans la poche. Puis c'est le Maroc avec 1000 km d'épreuves spéciales et l'armada des DS, 504 et Datsun. Darniche gagne facilement sur ce terrain casse-voiture. Légère mais solide la berlinette. Tout le monde nous donnait perdant. Et en fait, les 3 voitures sont rentrées, plus les 3 mulets qu'on avait loués à des pilotes marocains qui sont rentrés aussi. Là, ça a été la démonstration de la fiabilité et de la science de la préparation de toute l'équipe de mécaniciens. Après une nouvelle victoire de Terrier à l'Acropole, place au rallye autrichien des Alpes. À ma gauche, BMW, Opel, Porsche, Fiat, Lancia et Saab. À ma droite, Darniche et sa berlinette. C'était vraiment ma première année au sein de la grande équipe alpine en championnat du monde d'une façon complète, avec Jean-Pierre Nicolas et Jean-Luc Terrier, et ça c'était quelque chose de très fort. Et puis par-dessus tout, c'était sur ce rallye une bagarre inouïe avec Blomqvist, où je pense qu'on avait fait 7 ou 8 en scratch à la file pour pouvoir le remonter, suite à une sortie de route de notre part en première partie de l'épreuve. Et je crois qu'on avait dû gagner en finalité dans la dernière épreuve pour une petite seconde. On avait arraché cette victoire. Au rallye de San Remo, Terrier signe une nouvelle victoire devant Fiat et Lancia. Et au rallye de Grande-Bretagne, Nicolas termine 5e. Le titre est déjà acquis. La Corse, c'est la cerise sur le gâteau avec la victoire de Nicolas devant Piot et Terrier. Alpine Renault et la berlinette sont champions du monde. C'est la couronne pour la belle équipe. Je construis des marionnettes avec... 20 ans après, nous retrouvons quelques membres de la belle équipe autour d'une table. C'est eux qui fabriquèrent la berlinette, c'est eux qui l'assistèrent sur les routes, et c'est encore eux qui la portent toujours dans leur cœur. Souvenir, souvenir avec cette chanson par exemple, qu'ils chantaient ensemble dans l'atelier sur un tube de l'époque. Bien évidemment, revue et corrigée par leurs soins. J'ai construit des berlinettes avec du plastique et de la résine. Elles sont jolies, les berlinettes. Le fait de courir pour le championnat du monde des rallyes, de taper des gens comme Porsche, Ford, Volvo, qui étaient des gens expérimentés dans les rallyes, il est évident que c'était de nature à motiver facilement nos bons Normands. Là. Et tout le monde s'accrochait, des largnes. Hein. C'était absolument fantastique de voir une équipe de 5 personnes désosser ou dépiosser, comme on voudra, la voiture. Mais on se disait, à un moment, on se disait, mais c'est pas possible, tout ne peut pas être remonté
dans le temps qui nous était imparti. Et en fait, la voiture, on la voyait avec ses pneus neufs par terre, les pilotes montaient dedans, et on regardait la montre, il s'était passé 20 minutes. Ça, c'était extraordinaire. L'équipage, c'était le pilote voiture mécano. On se parlait, on était toujours de connivence, il n'y avait aucun problème. On emmenait un mécano faire un tour en voiture, lui montrer le parcours. C'était une franche camaraderie, c'était extraordinaire. On se sentait protégé en même temps avec eux. Et puis c'était une autre ambiance que maintenant. Les choses, l'initiative, je veux dire la débrouillardise de ces gars. Ils avaient tous des personnalités, c'était tous des personnages dans leur genre, dans chacun de... Et bon, ça formait une famille. Toute la montée en ligne droite, comme s'il y avait une bougie qui parlait. Non, dans la grande montée. Qu'est-ce que tu avais comme foutage là? Pas trop, hein. Et faites pas le plein complet, regardez ce qu'il y a avant. Hein. Voilà, Le mécanicien avait un rôle psychologique aussi. Et ça, c'est très important. On n'avait pas le droit de ne pas trouver quelque chose sur la voiture quand un pilote avait fait un mauvais temps. C'est-à-dire qu'on a vite compris qu'il fallait, à un moment donné, savoir être calme, savoir lui dire, bah ok, j'ai trouvé ce que c'était, tu manquais de 3 mm d'accélérateur, ta pédale de frein, on a fait une purge, on a trouvé le verre. Il y a multiples exemples qui puissent permettre de dire au gars, tu remontes dans ta voiture, tu es confiant, c'est pas toi, c'est la voiture. Et ça, c'est important. Et je crois que ça a été Alpine qui le premier à montrer la voie du professionnalisme au niveau des mécaniciens de course, et où les courses ont pu être gagnées déjà à cette époque-là, autant par les pilotes que par l'équipe technique. Ils sont d'attaquer dans la spéciale. Ils ont rajouté du goudron, tu sais. Je sais pas quel temps on leur a fait par rapport aux autres, mais sans la tête à queue, c'est sûr qu'on était bien. Hein. On avait un chef qui s'appelait Papak, qui était chez Nice, qui maniait ses hommes d'une façon tellement souple, mais avec beaucoup de rigueur. Je crois que la rigueur, en fin de compte, c'est pas avec un bâton qu'elle se passe, la rigueur. C'est dans un geste, c'est dans une parole, c'est dans un regard. C'est comme ça que dirigeait un peu l'équipe. Et le respect de chacun venait justement d'avoir un patron qui savait diriger les gens, diriger les pilotes. Ce qui caractérise Alpine Renault à cette époque-là, c'est un esprit d'équipe, j'ai l'impression, hors du commun, avec un enthousiasme, une passion et un sens de l'amitié assez profond entre les hommes. Oui, absolument. C'était la bande. On est tous très liés, très solidaires.
je pense être le pilote qui a gagné le plus de rallyes chez Alpine. Et donc j'ai connu la victoire très souvent avec Alpine. Bien entendu, je me suis battu pour ça. Mais j'ai donc ressenti avec émotion, si vous voulez, toutes ces victoires sur le chemin qui m'amenait à l'arrivée, si vous voulez, quand la victoire était acquise et que c'était plus qu'un... Et où là, je savourais pleinement, si vous voulez, le plaisir que j'avais à piloter l'Alpine. Et vraiment, je remerciais intérieurement Jean Rédélé d'avoir construit ça, d'avoir fait ce qu'il avait fait, parce que c'était un plaisir fantastique. C'était vraiment une grande joie. Gilbert va te faire voir comment on fait. Et pour terminer, voici dévoilée en première mondiale la célèbre cérémonie d'intronisation à l'équipe alpine, cérémonie dite du Petit Moulin. Cette initiation met en présence les membres de l'ancienne équipe avec un nouveau postulant. Le savoir-faire est toujours là. Admiré. C'est parce que mais tu étais pris tout de suite à ton service là. Donc tu es le dernier. Alain vient de passer tout de suite. Donc fais-nous une démonstration, Gilbert. Tu vois, c'est tout simple. Vite ta bouche, faut pas avoir le droit de tarte tu avec lances l'hélice, tu souffles, et puis tu la fais tourner le plus longtemps possible. Top 43. Une 43. Non, mais et Bon. c'est quoi comme connerie, ça? Mais c'est pas une connerie, rigolo. Non. Ah ben non, mais c'est soit qui veut participer, mais c'est pas une obligation. Non, Tu le on fais force pas, pas hein. les gens, hein. C'est parce que nous, on se marre avec ça, puis c'est tout. Mais pour moi, il y a deux tubes. Il y en a qui envoient l'air et d'autres qui... Non, mais c'est parce que c'est pour Mais non, pouvoir c'est te pour faire faire tourner l'hélice, te c'est faire rigolo. tourner l'hélice, pour faire tourner l'hélice. Donc quand tu le lances, t'as le premier jet qui te lance. Quand toi tu le lances, pour pas gêner ton doigt, et tu souffles. C'est tout simplement. C'est vraiment C'est le tout. vrai, là. J'envoie alors. J'envoie la T'envoies, souris. attends. Quand il va te dire, alors si tu veux lancer, tu peux lancer un coup au doigt. Alors je compte. 1, 2, 3, top, c'est parti. Eh, mon cul, c'est d'abord. Tu coupes pas. Je savais bien que c'était une bêtise. Mais non, c'est Ben si, mais alors, mais tu prends un pigeon là, alors. Mais non, mais oh, je savais bien alors. Je savais. C'était une combien? C'était une combien, t'as dit? Non mais.